Bonjour et bienvenue en 1996. Le petit Jérémy a 11 ans, il habite avec son père, sa mère, qui sont commerçants dans un magasin d'alimentation à Charleville-Mézières. Bonjour Jérémy Ferrari. Bonjour Gérard Miller. Charleville, le fait d'être né pile dans la même ville que Rimbaud, est-ce que ça a déterminé un peu votre destin ? Je sais pas. En tout cas, ça a été quelque part une inspiration parce que Rimbaud, il est partout, il apparaît partout à Charleville. On nous en parle à l'école, il est sur les façades d'immeubles. Évidemment, quand on commence à faire du théâtre, on nous en parle beaucoup. On apprend ses poésies à l'école, on apprend son destin aussi, tragique, magnifique, magnifiquement tragique, moi je dirais, parce que c'est une espèce de génie comme ça qui s'enfonce à la fois dans le succès sans le connaître et à la fois dans une espèce de fluide de la vie et de son propre génie, parce qu'il y a des choses incroyables qui sont dites sur Rimbaud, comme quoi il apprend quand il est en Afrique qu'il a du succès en France. Il ne veut pas revenir parce qu'il dit que ce qu'il doit aller chercher en lui pour écrire ce que les gens aiment, ça va le tuer. Donc ce personnage est incroyable. J'ai eu la chance de le jouer sur scène, donc j'ai vraiment une admiration profonde pour ce personnage. Alors, en 1996, vous avez donc 11 ans et évidemment, le monde n'attend pas que vous grandissiez pour s'agiter autour de vous. 1996, c'est par exemple la mort de François Mitterrand. Mes chers compatriotes, le président François Mitterrand est mort ce matin. Les Français ont appris avec émotion la disparition de celui qui les a guidés pendant 14 ans. Je voudrais saluer la mémoire de l'homme d'État, mais aussi rendre hommage à l'homme. 1996, c'est aussi l'enlèvement et l'assassinat des moines de Tibérine. Le monastère Notre-Dame de l'Atlas est le dernier site chrétien d'Algérie où l'on ait entendu sonner les cloches, car aujourd'hui les églises font silence. C'est ici que les 7 moines trappistes ont été enlevés à 1h du matin. Les groupes islamistes armés sont très actifs dans cette région de montagne. Une centaine d'entre eux auraient été tués dans des accrochages ces 3 derniers jours, précisément dans cette région de Médéa où a eu lieu l'enlèvement. Et 1996, pour prendre un dernier exemple, c'est l'entrée de Malraux au Panthéon et la Malraux-mania. Une campagne nationale d'affichage dans 200 villes, un timbre à son effigie, une exposition des photos de Gisèle Freund au jeu de paume, des colloques, des livres, des disques et consécration suprême, l'entrée au Panthéon. 20 ans après sa mort, André Malraux investit la mémoire des vivants comme l'actualité qu'il a occupée sur près d'un demi-siècle. Pour avoir souvent posé les questions essentielles, il se retrouve donc lui-même aujourd'hui au cœur de toutes les réflexions en cet automne 96, atteint décidément de Malraux-mania aiguë. Alors, de tous les invités que j'ai reçus, que je vais recevoir sur ce plateau, vous avez, Jérémy, une particularité. À tous, j'ai demandé quels étaient leurs amis imaginaires. Et vous avez trouvé un ami imaginaire quand même très original pour commencer à propos de Boule et Bill. Vous m'avez dit, ça n'est pas Boule, ça n'est pas Bill, c'est leur maison. Vous m'avez expliqué que vous étiez, depuis l'enfance, fasciné par la maison de Boule et Bill. Ouais. Ça m'a toujours énormément apaisé, en fait. Déjà, rien ne bouge. Personne ne vieillit. Tout reste exactement comme la veille où ça s'était déjà bien passé. Donc, et les petits tracas du quotidien, c'est toujours des blagues, c'est toujours résolu de manière marrante. Le chien qui parle, donc ça, c'est super, parce moi, j'ai grandi avec des animaux, donc je rêvais qu'ils puissent communiquer avec moi, qu'ils puissent me parler. Et donc, cette maison où rien ne bouge, où rien ne se passe, finalement de grave, où il y a... Je sais pas, en fait, c'était comme une petite parenthèse comme ça. Et j'aimais... D'ailleurs, les épisodes que je préférais, c'était ceux qui se passaient la nuit. J'aimais beaucoup les épisodes qui se passaient la nuit, parce que j'adorais regarder ça avant de dormir. Donc souvent, quand je lisais une BD, j'essayais de trouver dans l'une de mes BD un moment où il dormait, même si j'avais déjà lu, c'était pas grave, parce que je voulais relire un moment où il s'endort. Et alors, je fermais les yeux et j'essayais d'imaginer que je dormais aussi dans cette maison. Vous continuez à lire Boule et Bill ? Oui, ma mère continue de m'offrir tous les ans, donc là je vais la voir à mon Noël, hein. Tous les ans, à Noël, j'ai ma BD de Boule et Bill, donc j'ai absolument toute la collection, et donc je vais avoir mon Boule et Bill le 25 décembre. Et donc c'est ça qui est étonnant, parce que beaucoup de nos concitoyens ont du mal à dormir, et vous leur conseillez non pas des médicaments, mais Boule et Bill. Oui, alors après, bon...
j'ai pas toujours utilisé uniquement Boule et Bill pour m'endormir. J'ai eu des périodes où j'ai aussi pris beaucoup d'alcool et médicaments. Donc, mais en tout cas, ça m'a toujours accompagné toute ma vie. Et je continue actuellement, effectivement. En tout cas, c'est marrant parce qu'à Noël dernier, quand ma mère m'a offert mon Boule et Bill, je suis monté me coucher et j'ai cherché l'épisode où il y avait un épisode de nuit. Et il y en avait un. J'ai dit, ah, chouette, il y a un épisode de nuit. Et j'ai encore lu le dernier. Enfin, c'était encore une fois celui que j'ai lu en dernier en m'endormant. Alors souvent, quand on a des amis imaginaires pendant l'enfance, ils restent nos amis toute la vie. Là, précisément, cette maison amie imaginaire, elle ressemble un tant soit peu à la maison qu'adulte vous avez pu vous créer pour vous? Ouais, en tout cas, j'ai voulu une maison. Donc moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, donc je rêvais d'avoir une maison avec un jardin, etc. On l'a eu, hein, j'ai eu la chance de le connaître, puisque à l'adolescence, environ un peu avant, mes parents ont pu acheter une maison, donc j'ai connu la petite maison avec le petit jardin, etc. Et c'est vrai que moi, adulte, quand j'ai eu à faire un achat immobilier, parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, bah, ça sert à rien de louer, il faut acheter quelque chose si on a les moyens. Comme tous les gens de mon âge qui sont parisiens, bah, tout le monde essaie de trouver un appartement à Paris. Et moi, j'ai dit, ah non, je veux vraiment une maison avec un jardin. Donc, donc je voulais une maison, un jardin et des chiens. Donc, j'avais déjà un petit chien, mais j'ai racheté un chien un peu plus gros. Et j'ai fait une niche avec un chien. Je ne pouvais pas avoir une tortue, mais j'ai fait un bassin avec des poissons. Et j'ai voulu reproduire un peu ce côté paisible, en fait, de la maison. Et il n'y a que depuis que je suis dans cette maison que j'ai eu l'impression de trouver un vrai chez moi. Adulte, j'entends. Hein. Avant, mes appartements, c'est comme si c'était un endroit où je passais. C'était pas vraiment plus qu'un hôtel, finalement. Là, depuis que je suis chez moi, je suis chez moi. Quand je rentre chez moi, quand j'ouvre le portail de ma maison et je rentre, je suis chez moi. Alors, l'autre ami imaginaire, en tout cas un personnage que vous avez identifié dans votre enfance, c'est Dragon Ball. C'est un combattant. Est-ce que vous, finalement, le contraste qu'il y a dans votre vie entre cette maison et l'extérieur, est-ce que vous avez le sentiment que lorsque vous sortiez dehors, vous étiez un combattant? Je l'ai toujours. J'ai vraiment exactement cette vision de ma vie. Je considère que l'extérieur, effectivement, est potentiellement un peu une guerre pour moi, quotidienne, de par, bon, j'en ai parlé, hein, des problèmes que j'ai eu des problèmes d'alcool, j'ai eu des problèmes. Donc, déjà, de base, le monde extérieur, affronter les autres. Oui, alors je dis affronter les autres. Alors je devrais dire vivre avec les autres, parce que personne ne m'attend pour me casser la gueule. Donc ma vie avec les autres, déjà, elle nécessite chez moi beaucoup d'efforts et d'énergie. Et puis, dans mon travail, j'ai toujours cherché à être très percutant, très provocateur avec ce que ça engendre comme problématique. Quand je viens faire un plateau télé là avec vous, c'est chouette, c'est cool. Mais quand je vais sur un plateau, je sais qu'on va attendre de moi du débat. Je ne peux pas faire une émission de télé tranquille. On va toujours me mettre un mec à gauche ou à droite. On va attendre que je rentre en conflit avec, même si je n'ai pas forcément envie de rentrer en conflit avec. Je fais des arts martiaux dans ma vie de tous les jours. Le sport que je pratique, c'est les arts martiaux. Donc, en fait, toute ma vie, et puis des challenges. Je n'ai pas voulu seulement être artiste, il a fallu que je monte une société, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et puis de plus en plus indépendant, et puis, on a gagné de l'argent, on va embaucher des gens pour monter encore. Donc, en fait, c'est pas la vie qui m'impose ça, c'est moi qui me suis imposé ce truc. C'est pas un karma que j'ai, c'est moi qui passe mon temps à me mettre de nouveaux obstacles chaque jour pour continuer à... Donc, c'est très étrange, parce que je sors de chez moi pour me battre, mais en même temps, c'est moi qui me suis mis un parcours du combattant derrière mon portail. C'est personne qui m'a imposé ça. D'où un autre personnage de votre enfance, une série de personnages et un en particulier, les chevaliers du Zodiaque. Vous êtes bélier, c'est ça? Ouais, alors bélier, c'était chouette quand on est chevalier du Zodiaque parce que c'était le premier signe, c'était le chevalier d'or, donc c'était celui qui était le plus fort. J'étais hyper fier d'être bélier. Mais oui, c'est pareil, avec ce dessin animé-là, c'était intéressant parce qu'on voit, c'était un conflit entre le bien et le mal, c'était des gens qui se pensaient fragiles puis qui se découvrent des pouvoirs, mais qui ont quand même des difficultés, mais qui sont quand même plus forts que la moyenne. Et puis on s'aperçoit que ceux qu'on pensait qui n'avaient pas forcément les plus gros pouvoirs au départ deviennent les plus forts parce que dans leur tête, ils ont décidé d'être les plus forts. Donc c'était toujours un truc comme ça qui me parlait. On cherche tous, je pense, dans son enfance, dans son adolescence, des modèles, des choses qui résonnent avec notre quotidien, et ça répondait à mon quotidien. Et quand vous aviez 10 ans, 11 ans, 12 ans, vos parents, je l'ai dit, étaient à ce moment-là commerçants. Est-ce que, par rapport à vos autres copains, vous aviez un statut un peu à part? Je ne sais pas, est-ce qu'on imaginait, par exemple, qu'étant commerçants, ils avaient des moyens supplémentaires des autres? Est-ce que vous vous sentiez en quelque sorte menacé aussi dans un statut social qui n'était pourtant pas extraordinaire? Mais je l'étais. C'est-à-dire que dans le quartier, pour eux, j'étais le bourgeois. Ce qui était absurde, parce que on vivait dans le quartier
Alors, j'avais peut-être un peu plus, effectivement, que la moyenne, c'est possible. En plus, j'étais fils unique, donc j'avais des rollers, j'avais un vélo. Bon, des rollers et un vélo, dans mon quartier, c'était déjà être considéré comme un bourgeois. Donc, effectivement, et moi-même, hein, je considérais... Je me rappelle à l'époque, je me disais, bah oui, on est quand même une famille. J'avais pas notion, en fait. C'est après, quand je suis allé dans des écoles autres. D'ailleurs, par exemple, on m'a changé d'école parce que j'avais trop de conflits dans l'école de mon quartier, parce que aussi, le fait d'être effectivement le fils du commerçant, ça crée des jalousies, du conflit. Donc, au final, on m'a changé d'école. Et c'est après, quand je suis arrivé dans une école un peu plus... dans une école privée, même si ce n'était pas une école... bon, c'est là où je me suis rendu compte que finalement, je venais d'un milieu modeste. Mais au sein du quartier, moi-même, j'avais cette impression-là. Dans le spectacle que vous jouez actuellement en tournée, et que vous allez jouer d'ailleurs un peu plus tard à Bercy, vous avez choisi comme titre « Anesthésie générale ». Je me suis dit, c'est drôle ce terme d'anesthésie, qui suppose justement quelque chose d'absolument plat, qui est vraiment antinomique avec vous-même. Vous, on vous voit sur scène bougeant, on vous voit dans les émissions, sinon agité, en tout cas trublion. Est-ce que votre rêve, finalement, d'enfance, on a parlé au début de la maison de Boulay-Bill, est-ce que votre rêve, c'est de retrouver une sorte d'homéostase comme ça? En tout cas, c'est une quête permanente. J'ai fait une cure de désintoxication après une tentative de suicide. On m'a découvert des troubles de maladies invisibles. Et donc, par exemple, maintenant que je m'en suis sorti, c'est-à-dire que je ne bois plus depuis 6 ans, j'ai stabilisé mon état, je ne prends pas de médicaments, j'ai trouvé une hygiène de vie qui me permet de gérer mes problèmes quotidiens sans médicaments, sans rien. Et je sens que l'étape d'après, c'est encore la sérénité. C'est ce que je n'ai pas encore. C'est que je n'ai jamais été serein, je n'ai jamais senti une sérénité dans ma vie, jamais. Alors, dans les personnages imaginaires de votre enfance, il y en a un autre qui m'a surpris, je ne l'aurais pas imaginé, c'est un poulet. Vous avez été sensible au film Pouic Pouic, ouais. et vous vous souveniez très bien de ce poulet tenu en laisse, qui est un des personnages clés du film et de la pièce. Oui. En fait, Louis de Funès faisait partie des trucs qui me faisaient beaucoup rire quand j'étais petit. Donc mes parents me mettaient souvent des cassettes de Louis de Funès. Et un jour, je me souviens en plus, c'est marrant, parce que je me souviens de la première fois que je l'ai vu. Je me souviens, je suis dans mon salon, je me souviens très bien de ce moment. Et je vois ce poulet en laisse, ça me fait encore rire, je ne sais pas pourquoi. Le fait de voir un poulet en laisse, ça m'a tué et ça me fait encore sincèrement, vous voyez, ça me fait sincèrement encore rire. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit toucher un truc dans mon cerveau, il y a quelque chose qui n'est pas rationnel, mais un poulet en laisse, ça me tue de rire. Et donc, et quand mes parents m'ont vu à 10 ans, 11 ans, je ne sais pas quel âge j'avais, mourir de rire devant ce poulet, c'est devenu la mascotte de la famille. Parce que dès que j'étais un peu triste, dès que on me mettait Pouic Pouic, on savait que j'allais éclater de rire pendant 10 minutes. Formidable. J'ai en face de moi quelqu'un qui a eu comme ami imaginaire Dragon Ball et un poulet en laisse dans Pouic Pouic. Cette émission se passe très bien. Il y a un moment, malheureusement, qui sera peut-être un petit peu douloureux. C'est maintenant, je vais vous faire une révélation qui, j'espère, ne va pas trop vous blesser. Le marsupilami n'existe pas. Parce que lorsqu'on s'est parlé pour préparer l'émission, vous m'avez dit que le marsupilami était un de vos amis imaginaires et que vous aviez beaucoup de mal à considérer qu'il n'existe pas. Oui, c'est très étrange comme truc parce que... donc j'avais c'est ma grand-mère, je crois, qui m'avait acheté cette peluche du marsupilami avec une très très grande queue comme ça. Et c'est un truc qui attendrissait toujours beaucoup la famille, parce que quand on partait en week-end ou je sais pas où, quelque part, j'aimais bien prendre une petite valise. J'avais une petite valise marron. Et à chaque fois, je rangeais pas la queue du marsupilami. Donc il y a plein de photos de moi, petit, avec la petite valise, avec la queue du marsupilami qui sort comme ça. Donc ça attendrissait beaucoup ma famille. Et donc c'est devenu un truc comme ça. Et donc j'avais toujours ce marsupilami. Et en grandissant, quand j'ai commencé à faire des interviews, et qu'on a commencé à me poser des questions sur mon enfance, je me suis aperçu que quand je parlais du marsupilami, j'avais quand même... C'est un truc très étrange dans ma tête. Je sais que ça n'existe pas, mais dans ma tête, il y avait comme une espèce de déni. C'est-à-dire que si vous m'aviez demandé, si vous m'aviez dit comme ça, de but en blanc, ça existe ou pas le marsupilami, il y a des chances... Il y a une chance pour que j'ai un petit moment de silence. Je ne sais pas, en fait, mon cerveau... Je sais que ça n'existe pas, mais je ne veux pas complètement l'intégrer. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours eu un... Parce que je m'aperçois, par exemple, je ne me suis jamais sincèrement posé la question
Mais même cette question est étrange. On n'a pas à se poser la question de savoir si ça existe ou pas. On sait que ça n'existe pas. Mais vous voyez, même quand j'y réfléchis, j'arrive pas à juste dire ça n'existe pas. Je dis, j'avais jamais réfléchi à la possibilité qu'il existe ou non. C'est très, je sais pas. Il y a un bug, mon cerveau, il veut pas l'éliminer complètement. Il veut pas le mettre dans des trucs qui n'existent pas. Et du coup, vous êtes sensible au fait que sur scène ou à la télé, à la radio, un certain nombre de gens vous voient comme quelqu'un d'extrêmement offensif, on va dire ça comme ça, et à l'occasion très provocateur. On se rappelle... C'est un mot gentil. C'est très gentil. On se rappelle par exemple du spectacle que j'avais trouvé formidable sur la religion, où vous y alliez vraiment pas de même ordre. Donc, pour les gens, vous êtes effectivement ce personnage-là. Et en même temps, lorsqu'on évoque votre enfance et à quel point elle a duré, cette enfance, jusqu'à maintenant, on vous découvre sous un tout autre jour, c'est-à-dire une grande douceur, sinon une grande candeur. Vous acceptez ce côté candide, naïf, éventuellement, de Jérémy Ferrari? Ah oui, complètement. Moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est cet aspect-là de ma personnalité qui me permet d'être aussi dur sur scène. Je pense que ce qui fait que les gens acceptent tout ce que je dis, c'est parce qu'ils sentent ça derrière. J'en suis absolument convaincu. Vous savez, là, je vais dans le public, je dis des choses terribles aux gens. J'insulte ma mère, j'insulte tout le monde, j'insulte les gens. Je descends dans la salle, je vais voir des gens dans la salle et je les regarde dans les yeux. Il y a des vidéos comme ça sur Internet qui tournent. Hein. Je montre des extraits, je dis je ne vais même pas le dire là parce que ça. Mais j'insulte les gens, vraiment, au sens propre. Et les gens sont morts de rire. Et j'ai même souvent, encore il n'y a pas longtemps, là, je suis dans ma tournée Zénith, alors on est devant plein de gens et je vais voir une dame et je commence à me moquer d'elle, mais de manière très violente. Hein. Et elle rigole et elle me caresse les mains pendant que je l'insulte. Donc, elle entend de l'amour, elle ressent de l'amour, et elle a raison. Je pense que c'est quelque chose de totalement inexplicable, qui est juste de l'ordre du ressenti, qui fait que je pense que je peux dire ce que je veux, on sent dans mes yeux, on sent dans ma voix, même si je gueule des horreurs, on sent qu'il y a une véritable tendresse pour les gens qui sont devant moi. J'ai une véritable tendresse et une véritable reconnaissance pour les gens qui viennent me voir. Donc, je pense que ça se sent, et si je n'avais pas cet aspect de ma personnalité, je ne pourrais pas dire tout ce que je dis sur scène. Est-ce que le fait que vous veniez de Charleville-Mézières, j'ai évoqué Rimbaud, vous-même vous évoquez à l'occasion des personnages beaucoup moins sympathiques que Rimbaud, par exemple tel tueur en série. Est-ce que dans votre imaginaire aussi, le fait que vous veniez de cette zone à juste titre ou à injuste titre, liée parfois à des crimes terribles, est-ce que ça a eu un effet sur vous? Je crois que c'est plutôt le quartier dans lequel j'ai grandi. Parce que j'ai une grande tendresse pour le quartier dans lequel j'ai grandi. J'ai beaucoup d'amour pour ce quartier. Parce que je trouve qu'on a beaucoup stigmatisé les quartiers populaires. Et c'est vrai que dans les quartiers populaires, c'est vrai, vous avez des choses terribles. Vous avez de la violence, vous avez de la drogue, de l'alcool, vous avez des gens qui sont écrasés par la vie, des choses terribles. Et puis vous avez beaucoup aussi de solidarité, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse entre les gens, beaucoup de courage, beaucoup de force. Vous avez beaucoup, par exemple, de personnel soignant. Moi, je me rappelle, on avait beaucoup d'infirmières dans mon quartier, on avait beaucoup de gens qui travaillaient à l'usine, de routiers, donc de gens qui ont des métiers compliqués, et qui sont quand même souriants et qui sont là. Voilà. Et si vous voulez, moi, comme je pense que j'étais extrêmement sensible petit, j'ai vu une vie parfois injuste pour des gens qui ne méritaient pas ce qu'ils vivaient, la difficulté de leur vie. La vie, parfois, elle est dure, c'est la vie, je veux dire, des drames, des maladies. Il y a des choses, c'est la vie qui est comme ça. Et puis, il y a des choses, c'est pas la vie. Il y a des choses, c'est le système qui fait que la vie des gens est difficile. Et j'ai développé un rejet, une aversion totale envers les choses qui pouvaient dissocier les gens, les faire se disputer, les écraser, créer de la différence entre les gens, créer... voilà. Tout ça est devenu... J'ai développé une aversion pour l'injustice, quelque part. Ce que j'estime être de l'injustice. Après, on peut toujours débattre sur ce qu'est l'injustice, mais voilà. Et donc, du coup, ça a développé une grande colère en moi. Et en même temps, j'ai réussi à en faire quelque chose. Et c'est pour ça que quand je suis monté sur scène, je ne me voyais pas faire autre chose que ce que je fais là. Donc, je pense que je suis vraiment le produit de... Je pense que j'étais une éponge petit, que je suis vraiment le résultat de tout ce que j'ai absorbé autour de moi de manière extrêmement intense. Formidable pour ces souvenirs, merci. Mais avec plaisir. On va quitter le XXe siècle pour le XXIe et on va le quitter avec une citation que je vous propose, une citation de Tristan Bernard.
Je ne retomberai jamais en enfance, j'y suis toujours resté. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne soirée.